De retour à Auchan. Back to Mammouth. Donc pour toi, mon cher Dimitri, bienvenue à tous et bienvenue à toi. C'est le show qui marque le début de la WWE cool. Tout à fait. En tout cas, c'est dans mon cerveau l'espèce de repère de je n'aime pas trop la WWE avant, mais à partir de Survivor Series 96, on rentre, non pas vraiment dans l'ère attitude, mais en tout cas dans quelque chose qui est vraiment, vraiment, vraiment cool. À partir de ce show, qui est quand même le point de départ de plein de choses. Il y a évidemment les débuts du Rock en pay-per-view, il y a le début de la Nation, il y a ce Austin Brett qui marque un tournant pour moi dans l'histoire de la WWE. C'est vraiment un show, un classique, un des meilleurs Survivor Series de l'histoire, je trouve, et pour moi, disons-le tout de suite, le meilleur show de l'année 1996. Je dirais que je partage ton point de vue sur le meilleur show de l'année 1996. Le Bret Hart Austin est vraiment évidemment génial. Pour ce qui est du point de départ sur la WWE qui devient cool, honnêtement, mon cerveau est tellement cristallisé sur 98 que j'ai 97. C'est pas que c'est flou, mais c'est que j'ai pas de moment marquant. Par exemple, en 98, pour moi, le moment marquant, ça va être évidemment, enfin, ça n'a rien d'original, mais j'ai eu la chance de le vivre aussi comme ça avec les cassettes et les trucs. C'est quand Austin affronte McMahon et qu'il y a surtout aussi la feud avec Dude Love. Et pour moi, c'est Over the Edge 98 qui, enfin, ça c'est tout à fait personnel, qui a marqué le début de la folie pure et dure. Voilà. Ah, pour moi, c'était bien avant avec vraiment toute la story entre Brett et Austin et les foules qui commencent à devenir dingues quand on passe au Canada, etc., etc. Oui, Canadian Stampede, pour moi, rentre forcément déjà dans les shows qui ont fait basculer les trucs. Et là, on est dans. Pour moi, c'est le point de départ. Je peux pas l'exprimer mieux. C'est Brett Austin, pour moi, a lancé la WWE dans une nouvelle ère. Peut-être que parce que je n'ai pas assez connu 97 en temps réel, entre guillemets, que mon cerveau ne le considère pas aussi fort. Alors, Survivor Series, les avis de l'époque sont assez unanimes parce que dans les sondages de catch du monde du catch de l'internet, on avait 68% de gens qui trouvaient que c'était un bon show, 20% qui trouvaient que c'était moyen, et donc 12 qui trouvaient que c'est... non, pardon, 20% qui trouvaient que c'était mauvais, et 12 qui trouvaient que c'était moyen. Donc les avis n'étaient... J'aurais eu tendance à penser que les avis auraient été plus unanimes à l'époque. Oui, parce que là, quand même, 20% qui pensent que c'est mauvais, c'est quand même une personne sur 5. Je trouve que là, c'est très, très, très dur. Hein. C'est peut-être parce que pour moi, c'est difficile de concevoir qu'on puisse trouver ce show mauvais. Oui, mais peut-être qu'il y avait à l'époque la WCW trustait tellement la coolness du catch que par essence la WWE devait vraiment se battre pour devenir cool. Parce qu'à part effectivement le dernier mois, là, les 4 derniers Raw, c'est vrai que c'était compliqué depuis 6 mois, quoi. C'est vrai. Mais les pay-per-view étaient toujours quand même très cool. Oui, ça on l'a toujours dit, c'est les weekly qui étaient vraiment très difficiles à passer, mais les pay-per-view, il y avait toujours au moins un très bon match. Là, c'est le cas. Par contre, il y en a d'autres. Il y a plusieurs très bons matchs, j'ai trouvé. Des très bonnes surprises, des débuts, tout ce qu'il faut pour un grand show. Et comme je l'ai mis en avant le plus possible sur les visuels, le Madison Square Garden, qui est quand même... qui change la donne, en fait. C'est un niveau d'excitation jamais atteint pour l'instant, pour moi, depuis qu'on fait la Monday Night War. Quand avait eu lieu le dernier pay-per-view au Madison Square Garden ? C'est pas SummerSlam 91 quand même. Alors là. Bon,
On va faire une petite recherche en direct alors. Hein. Bah non, bah, tu as WrestleMania 10. Ah bah oui, ah bah oui, ah bah oui. Non, mais oui, mais WrestleMania 10, entre WrestleMania 10 et celui-là, il y a pas de show au Garden? Bah, ça fait que 2 ans et demi finalement, et entre WrestleMania 10 et le SummerSlam 91, ça fait aussi à peine plus de 2 ans et demi. D'accord, donc le Et bah dernier show au voilà, Garden eh bien était WrestleMania c'est bien 10. ça. SummerSlam 88, 91, WrestleMania 10, Survivor Series 96, et ensuite le Raw bien connu du 22 septembre 97. Oui, 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 putain, ça va. Oui, oui, bah, c'est vrai. Bah oui, ça se faisait plutôt rare ce Madison Square Garden et c'est pour ça qu'il était si mythique. Ouais. Alors on en parlera plus tard, mais tout de suite, je te le dis, j'ai Mhm. préféré Sid Shawn Michaels à Austin Bret Hart. Ah, on en parlera plus tard. Par contre, Voilà. ouais, on en parlera plus tard. Le premier match, Owen Hart et le British Bulldog, accompagnés des Nouveaux Rockers contre Doug Furnas, Phil Lafont et les Godwins. Oh là là, cette petite entrée derrière moi, rien que de voir ces images, je vibre. Ouais, 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 tout à fait. Est-ce que tu as capté qu'il y avait un mec au premier rang qui arrêtait pas de dire au début du match Owen, you suck. Bienvenue à New York. Bienvenue à New Ouais. York. Après, il a dit même ECW, baby. Bah oui, bah il faut. C'est New York, il faut un petit peu de folie. Il y en aura quand même hein, dans le public. Déjà à cette époque, des foules qui sont un petit peu dissidentes, qui vont un petit peu à contre-courant, etc., etc. Donc c'est vraiment très chouette. Et cet Jim Ross, opener, oui. quelle bonne surprise, mon ami Oui, oui, Yann. oui. Oui, c'était très chouette. Ah Il y a bah, moi, je il y a des m'attendais chants pas à ça. Hein. ECW. J'ai l'impression qu'il y a un petit décalage et qu'on se parle beaucoup dessus. Écoute, on va essayer d'y remédier. En s'approchant du micro. Non, je me mets en position studieuse. D'accord, très bien. Ouais, ouais, c'était vraiment bien. Il y a alors, comment il s'appelle? Doc Furnas, quand même, au début, il a un peu chié son premier passage dans le ring. Oui, oui, bah c'est les petits, le track, hein. C'est son. C'est leur début au Madison Square Garden, quand même contre des catcheurs qui sont, pour la plupart, quand même plutôt bien établis. Je pense Mmh. que ça peut se comprendre et comme tu dis, s'ils ont chié leur premier passage, à partir du moment où ils sont seuls face aux 3 heels, parce que les Godwins sont éliminés en premier à la suite d'une longue, isolation de Phineas. À partir du moment où les Godwins sont éliminés, j'ai rien contre eux, mais le match devient génial. Oui, tout à fait. Enfin, bon, moi, j'ai pas trouvé ça génial, mais c'était vraiment, très, très chouette, et avant que les Godwin se fassent éliminer, il y a Jim Ross qui est toujours en mode heel, qui parle, justement Oui. de Phineas Godwin, et il nous explique, qu'il est, tellement bête que les 3 ans qu'il a passés au CM1 lui ont servi à rien. Et j'ai trouvé que c'était une line, très, Jerry Lawleresque, quoi, en Très fait. Jerry Lawler, oui, tout à fait. Ouais. Oui, oui, oui. Oui, mais elle est bien trouvée. Oui, toujours Jim Ross, il est vraiment cool là dans cette espèce de heel un petit peu haineux là, qui est amer face à tout ce que propose la WWE. Je le trouve vraiment très très bon, autant que Lafont et Furnas, qui brillent vraiment de mille feux dans D'ailleurs, ce match. tu savais que le partenaire de Doc Furnas avait, lancé la franchise Decathlon au Canada? Eh bien, écoute, absolument pas. Eh bah oui, car Decathlon, Lafont la forme. Ouh. Qu'est-ce que tu racontes? Ah putain, vas-y le mec, mais ça bug complètement, hein, je te signale, donc du coup, j'ai du mal à suivre tes blagues parce que Ah! ça coupe et ça machin. Ah, bah, c'est chez toi. Vas-y, parle. Ah, je te confirme que c'est chez toi. Alors, ah bah, voilà, il a coupé. Alors je mets ça et je vais continuer la review, en attendant qu'il, nous revienne. Et donc, bah, c'est un joli, comment dirais-je? Un joli push, hein, pour, Doc Furnas et Phil Lafont qui vont gagner ce match avec Lafont qui fait, le pin, sur le Bulldog, et voilà, non, c'était une 2e partie de match vraiment très, très bonne, comme l'a dit Dimitri, après l'élimination des Godwin, et voilà,
on est sur du bon. Il y a même une German sur Owen Hart qui, un petit peu comme au Rumble 2003, vous savez, Kurt Angle contre Chris Benoit, où on fait une German et le mec passe par derrière, il atterrit sur le ventre. Là, Owen Hart fait un petit peu la même chose. Donc, c'est assez étonnant de voir un move comme ça en 1996. Donc, ouais, c'est une sacrée victoire pour ces catcheurs qui sont présentés, et ça, j'en avais aucun souvenir, qui sont présentés comme des Français. Donc là, première, comme on dit, première nouvelle. Ensuite, l'Undertaker nous revient avec une nouvelle gimmick de Batman, et on en avait parlé les semaines précédentes. L'Undertaker est, comment dirais-je, il s'humanise, et c'est ça qui va lui permettre d'avoir des push. Alors, c'est pas qu'il a pas eu de push jusqu'à présent, mais le fait de s'humaniser, on en a souvent parlé, ça permet de Dimitri est de retour, on va voir ce que ça va donner. Ça permet de, voilà, de faire évoluer le personnage et de le rendre plus crédible en tant que tête de gondole de la WWE. Tu es de retour, mon cher Dimitri. Bah oui, écoute, c'est dès qu'on fait les Big Four, la dernière fois qu'il y avait des problèmes, c'était SummerSlam. Dès qu'il y a des gros shows, ça ne marche pas. Les gros show marks. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Où en es-tu? J'en suis à l'entrée de l'Undertaker. Que tu n'avais pas apprécié, parlons-en. Tout à fait. Donc, maintenant, rétrospectivement, comme je viens juste de le mentionner, c'est bien car ça l'humanise et il faut humaniser les catcheurs. C'est pour ça que Kane, par exemple, n'a jamais Oui. pu être champion du monde plus longtemps qu'il ne l'a été, c'est-à-dire par exemple un jour fin juin 98. Mais moi, je me souviens que en tant qu'enfant, j'avais trouvé ça mais nul à chier quoi, avec sa tenue sadomaso, les cheveux mauve foncé, euh, la larmichette. Je comprenais pas pourquoi il y avait une larmichette. Son déguisement de Batman, pour moi, c'était un point d'interrogation énorme, ce nouvel accoutrement de l'Undertaker, qui va se chercher un petit peu parce il va oublier le Batman très vite. Alors peut-être que c'était juste pour l'occasion, et Oui, pour oui. moi c'est un mauvais choix si on peut dire. Et WrestleMania 13, il recatch en Undertaker avec les gants gris. Donc Oui. peut-être qu'il est en phase de recherche. Je ne sais pas ce que tu en penses. Bah, moi, j'avoue que j'aime plutôt bien. Et dans mes souvenirs, j'avais plutôt bien aimé aussi ce look un peu plus gothique, etc. Mine de rien, ça faisait quand même pas mal de temps qu'il était en zombie, comme dirait Guy Auret. Et je trouve que ça lui a fait le plus grand bien là de bah, cette humanisation. D'ailleurs, j'étais surpris parce que je sais pas pour toi, mais évidemment qu'elle a lieu en termes de look, en termes dans sa façon de bouger, dans la façon de catcher. Mais Mhm. j'étais surpris de voir qu'elle était à tel point appuyée par les commentaires. Pendant la moitié du match, ils nous font vraiment comprendre qu'il y a un changement au niveau de l'Undertaker, qu'il est plus humain. Ils mettent vraiment l'accent quand il fait des prises de catch. À mon avis, il fait un drop toe hold, des trucs comme ça. Ils mettent Oui. vraiment l'accent sur on a un nouvel Undertaker. Et ça, dans mes souvenirs, j'avais pas du tout conscience qu'il le faisait autant. C'est vraiment un vrai travail complet et général pour, comme tu dis, humaniser l'Undertaker. C'est pas Moi, en tant juste qu'enfant, subtil, c'est clairement dit, tu vois. En tant qu'enfant, j'avais, enfin, bon, après, c'est très compliqué parce que Survivor Series, c'était le dernier show. Après, on avait eu quoi? On avait peut-être eu 2 semaines de Superstar avant que la WCW prenne le relais. Donc, Oui, je pense que c'est très probable que ce soit la dernière fois qu'on ait vu l'Undertaker sur Canal+ à l'époque. oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais oui, moi j'aime bien et alors après je n'en connaissais pas la signification à l'époque, mais l'alarme, je trouve que c'est cool aussi, que ça découle de Buried Alive et tout, je trouve que c'était chouette, et puis même l'entrée Alors, en soi, explique-moi ce que tu y vois dans cette larme, toi. bah, c'est pas ce que j'y vois, c'est que c'est des codes de prison en général, l'alarme, et c'est des trucs qui signifient la perte. C'est la perte d'un être cher ou en l'occurrence dans les prisons, des choses comme ça, c'est le nombre de personnes qu'on a tuées, les larmes. Et donc, Sous pour l'œil. lui, il a perdu à Buried Alive. Il a perdu alors soit il est mort et il signifie sa propre mort, soit, Ah, tu vois? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est plutôt intéressant. Après les larmes sous l'œil, c'est clairement des codes de prison, de gang et cetera et cetera. je m'y Est-ce connais que pas trop. tu sais, Lil Wayne, tout ça, tu connais? Les les rappeurs, des rappeurs, Mmh. américains. Mmh mh. Mmh. Orelsan, Orelsan.
Ah, Orelsan, je connais. Voilà, c'est ça. Et ben, Enfin, de Orelsan, nom. il a la petite larme. Ah bon, très bien. Mais non, c'est pas vrai, évidemment que non. Ah bah, qu'est-ce que j'en sais, Heu, moi? mais tu crois Je saurais même pas. Attends, tiens, on va regarder parce que je mais tu saurais crois même qu'il a pas. tué qui? Il a tué qui, Orelsan? Il a tué, Il a tué la musique. Ah, voilà, c'est ça. attends, je vais regarder la gueule qu'il Et a parce que je saurais pas le reconnaître. Ah, mais il a une tête d'avocat, c'est pas possible. qui? Orelsan. Ah bah, il a changé, hein. Tu sais qu'il doit avoir 40 ans au moins, Orelsan, hein, je pense. Ouais, ouais, je pense, ouais, c'est possible, hein. Ah ouais, OK. Ah, je le voyais pas. On dirait un peu un avocat qui a mangé Anthony Dupré. Ouh, bah, c'est un compliment parce qu'Anthony Dupré était quand même un très beau garçon. Ouais, mais il y a un avocat, donc Ouais. Et pour finir sur le côté, nouveau look de l'Undertaker, moi, je trouve qu'on aime ou on n'aime pas la tenue, je trouve qu'elle fait plus travailler. Mais ça, c'est subjectif, hein. ah moi je la trouve, horrible à tous les niveaux. Très bien. Je la trouve un peu plus travaillée, que sa tenue précédente. Alors ce match, écoute, je l'ai vachement plus aimé que ce que je pensais initialement parce qu'au début je m'étais dit: «Bon à part, gonfler la carte, du show avec, une sorte de valeur sûre Mmh. qui marche, depuis, 6 mois, le match ne sert à rien». Mais c'était quand même, bien plus sympa. Et ben, c'est très drôle parce que là, une fois de plus, on a des avis divergents, parce que moi, j'ai marqué que c'était moins bon que tous leurs affrontements précédents. Ah oui, c'était moins bon, ça j'en conviens. Mais en commençant le match, j'étais vraiment à 0/10 et Ah oui, heu, et j'ai d'accord. et j'ai fini à 5/10 quoi. OK. Oui, alors ça bah, après, de toute façon, leurs affrontements, c'est toujours, assez physique, assez intense. Tu as Mankind qui bump, encore une fois, comme un taré par moment, je crois que il se prend à un moment donné la tête contre les barrières de sécurité là, en bumpant Ouais. en arrière, mais c'est terriblement violent et malheureusement, bah, ça réveille en nous tout ce qu'il y a de mauvais, mais c'est des trucs qui te mettent un peu dans le match, tu vois? Enfin, en tout cas, moi, personnellement et moi, je trouve que cette rivalité, elle est à rebours, quoi. Là, ce match-là, c'est un match de catch traditionnel qui fait suite à un Boiler Room, à un Buried Alive et cetera et je trouve que là, ça n'a plus de sens. Les choses doivent monter, doivent aller crescendo et là, j'ai l'impression qu'elles redescendent d'un cran après les 2 derniers affrontements, à savoir le Boiler Room et le Buried Alive. Oui, 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 tout à fait, tout à fait. Alors peut-être, oui, ce match aurait dû être à allez, si on continue comme ç il aurait peut-être dû être à International Incident, tu vois? Oui, King c'est of the ça, Ring, un match clean, International Incident, une semi-stipulation bidon avec la cage et ensuite Boiler exactement. Room et Buried Alive. C'est ça et oui et alors là, on en avait déjà parlé, pendant qu'on avait reviewé, Buried Alive, mais je trouve que pour le grand retour de l'Undertaker, c'est beaucoup trop tôt. Oui, mais tu sais, on est en pleine Monday Night War, donc C'est ça. on peut plus se permettre. On peut plus se permettre, mais je trouve que pour le grand retour et en plus une modification quand même, assez profonde de son personnage, je pense qu'une absence plus longue l'aurait mieux justifié. Mais alors tu le fais revenir quand? Au Rumble? Tu le fais revenir au Rumble, par exemple, Mmh. ou à WrestleMania, mais après j'entends évidemment le côté, compétition et le côté, il faut des stars pour tenir face à l'ogre WCW. J'entends tout ça. Par contre, je pense que 4 semaines pour justifier tant de changements et un retour à la vie, hein, quand même, c'est peu. Alors on a quand même une première dans ce match, hein, c'est que l'Undertaker se relève de la spéciale, CRS. Oui, exactement. Donc Mais d'ailleurs je dans ce show, il y a pas mal de kick out, de finish ou des choses comme ça et oui, on en reparlera plus dans tard. tout à fait. À l'époque, il faut vraiment avoir conscience que ça n'existait pas, en fait. C'est même pas que c'était rare, c'est que ça n'existait pas. Oui, mais alors pour celui d'après dont on va parler, je me suis rendu com bon, on en reparlera plus tard. Mais Oui, donc oui, l'Undertaker se relève du coup de la bavure et comment est-ce qu'il gagne? Avec le tombstone, le hein, tombstone. Oui, tout simplement. quinzaine de minutes Oui. La fin et est sortie un peu soudainement, j'ai trouvé. tout à fait, mais du coup ça m'a bien plu Mmh. qu'elle arrive comme ça, comme un cheveu sur la soupe, et j'ai réalisé à ce moment-là parce qu'ils le disent et c'est vrai que j'avais pas forcément
conscience de ceci en lançant le match, c'est que c'est la première victoire de l'Undertaker face à Mankind, qui n'avait que des défaites pour l'instant. Ah bah oui, c'est vrai, c'est vrai. Et là, je me dis, ah mais oui, tiens, Mankind, il a 3-0 contre l'Undertaker quand même. Et ben maintenant, c'est 3-1. 3-1, exactement. Donc oui, c'était de toute façon, je pense qu'ils sont incapables de faire de mauvaises choses entre deux. Mais par contre, je trouve que c'était une petite descente par rapport à ce qui s'était déjà passé. Évidemment, on en avait déjà parlé à Raw où la stipulation de la Shark Cage, elle ne sert à rien. Même si j'avoue que la cage cam, c'était plutôt drôle par moment où tu voyais Paul Bearer hurler en disant je suis pas un animal, faites-moi descendre, etc. Mais oui, j'ai pas compris cette stipulation, surtout que, comme on va l'évoquer tout de suite, après le match, il n'y a pas cette action de Putain. récompense où en fait Oh là là. l'exécutionneur empêche Undertaker de choper Paul Bearer à la sortie de la cage. Paul Bearer s'enfuit. Et donc tu te dis putain, en fait, tout ça pour ça, parce qu'il n'y a pas, il y a pas cette fin qui rend tout le monde heureux. Je comprends qu'ils veulent la garder pour plus tard, mais Cette bon. année 96, elle m'a saoulé pour ça, parce qu'il y avait déjà eu Yokozuna et Jim Cornette à WrestleMania 12. Et Oui, moi, en tant qu'enfant, pour moi, le catch était du catch. Il n'y avait pas d'histoire et de rebondissement. Enfin, je n'avais pas conscience des rebondissements tels qu'ils étaient scriptés, tu vois. Donc, c'est ça. quand Yokozuna bat le camp Cornette à WrestleMania 12, je ne veux qu'une chose, c'est qu'ils s'affrontent. Et là, pareil avec Paul Bearer. Et Oui, putain, on me le vole une fois de plus, quoi. une année de frustration. Ouais, tout à fait. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a? La On promo a. du camp des méchants. Oui, on s'en fout un peu, hein. Oui, ça, on s'en fout un peu, mais comme du match d'ailleurs, hein, franchement. Donc là, on a Triple H, Crush, Jerry Lawler et Goldust contre Marc Mero, le Stalker, Rocky Maivia et Marc-Henry ne catche pas. Il est remplacé par Jake Roberts qui prend une pop monumentale. Oui. Monumentale. Et là, par contre, je trouve que c'est de plus en plus visible qu'il est plus en état de catcher là, parce que là, il a un physique horrible, le Snake, quand même. Alors qu'il n'a que, je crois, 42 ans. Ouais. Là, franchement, il a un énorme bide, il se déplace de manière extrêmement lente. C'est 40, difficile. Alors, 41 ans, c'est-à-dire moi dans 5 ans, presque. oui, oui, oui. Non, mais là, franchement, c'est difficile et tu te dis, bon, là, évidemment, il est à un stade assez bas de sa vie et de sa carrière, mais du coup, de le mettre dans le ring, c'est pas forcément la meilleure idée. Qu'as-tu pensé de ce match? C'était quand même un petit peu chiant. C'était trop lent. Alors, je sais pas si c'était trop lent ou trop long. Peut-être un peu des deux. Ah, peut-être un peu des deux. Mais quand même, les débuts du rock, hein. Les débuts du Rock en pay-per-view, en gentil babyface content d'être là. Ouais, ah oui, putain, il y a. Alors, j'ai pas de photo ni rien, mais il y a quand même Marc Mero qui tente un slingshot plancha ou un truc comme ça à l'extérieur du ring sur peu importe qui esquive et en fait le mec s'écrase le dos par terre à l'extérieur du ring. Donc en Oui, fait il ah oui, prend un bump avant par-dessus la troisième corde à l'extérieur du ring, depuis le ring. oui, c'est ça. Bah, je crois que c'est Triple H, non? C'est possible, mais Il me semble que c'est ça. d'ailleurs Mero, on voit son élimination quand il passe un ralenti de cette cascade. OK, oui. Bon, ah oui, bon, de toute façon, là, il y a les éliminations, je trouve elles sont pas intéressantes, elles sont pas créatives. Il y a quelque chose qui cloche dans ce match, j'ai trouvé. Il y a rien de particulier à signaler. Par contre, moi, ce qui m'a intéressé, c'est pas vraiment le catch, mais c'est l'intention. C'est la volonté de booker quand même un match à Survivor Series avec quand même pas mal de names quand même, parce que là, tu as quand même Triple H, Goldust, Jerry Lawler, même Marc Mero, Jake Roberts. Enfin, c'est quand même beaucoup plus important que l'opener, par exemple, en Le termes stalker. de name. Oui, j'ai volontairement pas cité le Stalker, mais en termes de name, c'est le match de Survivor Series avec le plus de stars dedans, Ouais. de la carte. Il est beaucoup plus majeur que le premier. Et tu vois que ce match, il est entièrement écrit, construit pour le Rock, Mhm. pour Rocky Maivia. Et moi, c'est ça qui m'a intéressé, c'est que ça faisait très, 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 très longtemps, pareil, que je l'avais pas vu.
j'étais étonné de voir que c'est vraiment lui la seule star du match. Tout est écrit pour lui, tout est Mmh. booké pour lui, tout est fait pour que ce soit le face qui surmonte, les obstacles qui se trouvent face à lui. Il est, le seul survivant si mes souvenirs sont bons. Il est le Heu, seul survivant, oui, parce qu'à la fin, il est voilà. face à Carafe et Goldust. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc oui, comme dit, c'est vraiment l'intention. C'est l'intention de la WWE et ça fait un peu suite au débat qu'on avait eu, la semaine de enfin, en début de semaine, à pour le dernier Raw. C'est que, voyant ce match, tu te dis: «Putain, la WWE, ils l'ont vu venir, le Rocky Maivia», tu vois? Mmh mh. Et moi, là, même si je l'ai trouvé propre et cetera, là, si tu me dis: «Dans ce match, il y a une superstar du catch dans 2 ans», c'est pas lui que je choisis, objectivement. Oui, c'est sûr. Et donc ouais, j'ai l'impression que, par exemple, tu vois, je les trouve très tatillons par rapport à Triple H notamment, qui pour moi, crève déjà l'écran en Mmh termes mh. d'acting, en termes de catch et cetera, et il a jamais eu, cette mise en avant qu'a le Rock là, sur ce match-là, tu vois? D'ailleurs, la foule de New York, c'est toujours un bon baromètre pour savoir, qui sont les mecs vraiment bons parce que ça m'a étonné, mais il y a une pop vraiment non négligeable lorsque Triple H arrive. Oui. Oui, 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 ils connaissent leur catch à New York, hein. Mmh. Mais oui, en tout cas intéressant, et là, on a passé un an à les blâmer, très souvent. Là, il faut quand même, leur laisser ça, c'est qu'ils ont l'air d'avoir eu le nez fin, avec le ah oui, C'est avec pas le Rocky nez creux? Maivia, tu vois? Le nez creux? Nez fin? Je sais pas. C'est le nez fin? C'est le nez creux? Alors, nez creux. Ah oui, mais alors c'est possible que ce soit le nez creux, mais alors c'est quoi le nez fin? Il y a pas le truc nez fin? Ah non, oui, merde, il faut que je tape nez fin. Ah bah, j'arrive sur ton Facebook, tiens. OK. Avoir le nez fin, cette expression remonte au XIe siècle et désignait une personne au flair bien développé. Ah donc les 2 sont Ah, tu vois, acceptés. OK. les 2 sont acceptés, tu vois? Nez creux et nez fin, voilà. Voilà, les 2 sont valables pour ma personne. Donc ouais, quand même, ils ont l'air d'avoir, oh et oh et oh et oh, ça suffit, hein. Ils ont l'air d'avoir vu venir la greatness du rock, Ouais. Bah, et en tout cas, pas il nous, faut hein, leur, j'ai pas honte de le dire. bah, non, c'est ça, c'est vraiment tout mon point. C'est que là, je trouve qu'il y a rien d'extrêmement visible, mais qu'eux, ils lui ont donné, la plateforme et la vitrine pour qu'il puisse, briller. Alors peut-être qu'en off, c'était, comment dirais-je? Indubitable, sa greatness, mais que face à aux mauvaises idées, bah, la Mmh. la greatness, pour le moment en tout cas, est un petit peu éclipsée par son héritage, tribal. Oui, c'est ça, et puis là, il est dans un phénomène un peu, je me rappelle que c'est CM Punk qui développait ça dans sa shoot interview, où il disait: «Là, je suis le pur gentil, où mon seul personnage, c'est de taper dans les mains des gens», tu vois? Ouais. Common Baby, voilà, ce que fait Chris Jericho, un peu la WCW et cetera, bloqué dans des personnages de super face, qui sourient et qui sont contents d'être là. Pour moi, c'est un des pires débuts possibles. On verra évidemment que le Rock va s'en sortir, assez rapidement. Oui, c'est tout à fait ça. Qu'est-ce qu'on a après? On a ah bah oui, bah, c'est maintenant quoi. Austin contre Bret Hart. Austin contre Bret Hart. Alors, je suis très curieux de voir ton explication. Alors déjà, comme on le voit là, la tenue de Bret Hart, je la trouve trop cool. Je suis pas sûr qu'il l'ait déjà reportée une deuxième fois. Ouais, je suis de ton avis, pour 2 raisons. C'est, d'une part le petit liseré orange, que j'aime Bah oui, particulièrement, bah oui. et un truc qui m'a toujours dérangé chez les Hart, mais je sais pas si c'est, un clin d'œil anatomique, ou autre, mais, moi c'est le genre de truc qui me dérange, que le cœur ne soit pas centré. Oui, je Ça je m'a je je comprends, je comprends ta réticence face au non-centrage des choses. Ah mais Je partage. ça m'a toujours mais, extrêmement dérangé et des fois c'était vraiment très, très décalé. Alors que là, sa tête de mort Aiglon là, elle est Oui, bien centrée, donc je oui. me dis: «C'est super». Je me suis dit exactement la même chose, le orange qui rappelle, les Hitman de Calgary, en hockey sur glace, Ah bah, tu et vois, ça c'est une référence que je n'aurais pas pu avoir. voilà, tout à fait, c'est la plus-value de ma présence, n'est-ce pas?
Tout à fait. Et putain, regarde-moi ces stars. Alors donc, je serais intéressé d'entendre ton argumentation pour justifier que tu as préféré le main event que celui-ci. Tout à fait. Alors d'abord, je vais te dire pourquoi j'ai quand même adoré ce match. C'est que je savais qu'il était très, 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 très bon. Et au bout d'un moment, je me dis, combien de temps il a duré? J'ai pas noté. 29 minutes. 29 minutes quand même. Donc je pense qu'au bout d'un gros quart d'heure, je me dis putain, ça dure depuis, ça commence à durer. Il reste plus que 5 minutes. En fait, c'est une certaine déception ce match, mais uniquement à ce moment-là du truc. Mais évidemment, il reste encore un quart d'heure. Et dans ce quart d'heure, eh ben, on est emmené par monts et merveilles. Il y a de tout. Il y a évidemment de la technique. Le rythme ne baisse quasiment jamais. Donc c'est aussi une très belle performance athlétique. On se bastonne à l'extérieur du ring. Enfin, c'est un vrai petit bijou. Ce que j'ai moins aimé dans ce match par rapport au main event, et c'est pour ça que j'ai beaucoup préféré le main event, c'est que d'une part, il y a eu un stunner, peut-être au bout de, si ça fait 29, peut-être 25 ou 26 minutes. Donc c'était pas un stunner qui était placé en dernier recours ou en toute fin de match, parce qu'après Austin, Ouais. il re-enchaîne sur des moves, on va dire, plus basiques, tu vois. Donc c'est vraiment, il y a les 2 dernières minutes, il y avait une sorte de creux de la vague, et malgré tout, la foule était pas à fond dans le truc. Et C'est ce ça, que je me suis dit c'est quand tu m'as très, dit que très tu as préféré dommage. le main event. Je pense que c'est à cause de la foule, évidemment. Tout à fait. Et la structure du match en lui-même aussi, malgré la beauté du truc, j'ai jamais, il y a aucun moment où je me suis dit: «Est-ce que c'est maintenant que ça se termine?» Parce que j'ai l'impression que le stunner était pas encore établi en tant que finish, donc quand il le porte, il y a pas de pop. Personne ne se dit: «Putain, c'est la fin». Et quand et C'est quand Bret ça. Hart se dégage, personne se dit: «Putain, il s'est dégagé». Et ça, c'était, je me suis dit: «Merde, quel dommage, ça aurait été fabuleux quoi d'avoir une pop style new-yorkaise», tu vois? C'est exactement ce que je me suis dit parce qu'il y a alors là, tu places le débat, entre celui-ci et Sid, Shawn Michaels, mais c'est vrai qu'il y a un débat qui existe, dans les communautés catch, du monde entier, de savoir quel est le meilleur Austin contre Bret. Il y a quand même beaucoup de gens qui préfèrent celui-ci à celui de WrestleMania. Mmh. C'est pas mon cas, mais j'étais quand même très curieux de le revoir et je me suis dit là, évidemment que pour moi, les deux sont formidables. Moi, je pense que je mettrais, 5 étoiles aux 2, vraiment. Et vraiment, j'en mets pas beaucoup, mais par contre, je pense que celui-ci, s'il manque un truc, c'est la foule, évidemment. Bah, Alors que c'est le Madison Square Garden, et cetera. sans la foule, on ne peut pas mettre un 5 étoiles. Bah, c'est peut-être, moi, je trouve que c'est 30 minutes de pure perfection de catch. Oui, oui, c'est sûr, mais Et ça donc, du coup, c'est ne peut-être le seul match, justement, dans mon argumentation, c'est peut-être le seul match de l'histoire de la WWE auquel je pourrais mettre 5 étoiles, alors qu'il manque cet élément de foule. mmh Tellement c'est parfait. Je pense que c'est peut-être le meilleur match de catch pur de ce qui se passe, entre les cordes de l'histoire de la WWE. Ah bon, à ce point-là? Ah oui, moi j'ai trouvé que c'était incroyable. J'en avais un souvenir, fabuleux et du coup je me suis dit: «Ah j'espère que le nouveau visionnage va être à la hauteur de ce souvenir» et c'était peut-être encore plus. J'ai trouvé que c'était, j'ai pas mis beaucoup de notes sur ce truc, mais j'ai marqué une chose et c'est quelque chose qui transpire dans leur match de WrestleMania 13. J'ai mis: «Bret et Austin, ils rendent le catch réel, comme personne». Oui, ça c'est sûr. Je trouve qu'il y a aucune autre paire dans l'histoire du catch américain où tu oublies totalement parce que tout a l'air extrêmement douloureux, tout a l'air extrêmement réel en termes d'intensité, comme tu l'as dit, en termes de rythme. Tu as vraiment l'impression que ces 2 hommes se détestent et se cassent la gueule, quoi. Mmh. C'est pour ça que WrestleMania 13, c'est mon match préféré, je pense, à la WWE, et c'est largement visible dans celui-ci aussi. Moi, je suis Tu très, très curieux de revoir leur match de Revenge of the Taker. Oui, celui-là, oui, c'est vrai qu'on en parle beaucoup moins. Je suis curieux Parce aussi, que ça fait j'en ai aucun souvenir, et si ça se trouve, c'est un match un petit qui bijou caché. techniquement peut-être être,
peut peut-être être moins bon, mais qui peut se trouver sublimé grâce à la foule, car il me semble qu'ils sont à je ne sais plus d'ailleurs, mais je me souviens que la foule est pas mal. Oui, c'est une performance 5 étoiles qui n'a pas été reçue en tant que telle par le public et j'ai trouvé ça vraiment dommage parce que ça aurait, là pour le coup, ça aurait pu être, un des plus grands matchs, comment dire? Oui. De tous les temps. Je veux dire, pas WWE forcément quoi, mais moi j'étais persuadé que New York aurait vachement plus réagi quoi. Pareil, pareil. Après par contre, je trouve qu'il faut vraiment enfin moi ce qui m'a impressionné, c'est le contexte. C'est-à-dire que là, tu as quand même, Austin qui est en train de monter, mais qui à ce moment-là n'est pas encore une star, je pense qu'on peut le dire. Mmh. Heu, Vu la structure du match, vu la durée du match et cetera, tu as quand même la WWE qui lui dit: «On te donne 30 minutes contre Bret Hart au Madison Square Garden sur un des pay-per-view du Big Four» et je trouve que Austin, c'est évidemment l'opportunité de la carrière d'Austin à ce moment-là. Le mec, c'est incroyable, quoi. Enfin, genre là, en termes de home run ou en termes de perfection complète, de on l'attend fort, à ce moment-là, c'est maintenant que tu dois faire tes preuves et le mec rend pour moi un 5 étoiles, c'est quand même déjà très, très, très grand, tu vois? Même si effectivement il y a la foule, qui est moins dans le match que dans le main event, même si elle est quand même présente à des moments, hein, notamment, ne serait-ce que l'arrivée de Bret Hart. Il y a une pop, Mmh. incroyable, hein, pour l'arrivée de Bret Hart. Mais, oui, non, je trouve que franchement, c'est au moment où il a la pression la plus incroyable de sa carrière, il livre son meilleur match à ce moment-là, je trouve. Et en termes de technique pure, de démonstration de ses capacités en tant que catcheur, c'est peut-être le meilleur match de sa carrière. À un Peut-être. moment où Je on pense au que l'année moment où on l'attendait le 97 est plus. ouais. Oui, oui, oui. Mais après, en subjectivant l'analyse, parce que là, on est très, très objectif en regardant la fabulosité de ce qu'ils ont produit dans le ring, en Oui, subjectivant le truc, en se demandant est-ce que pour le fan lambda ou même moi, oui, oui. l'enfant de 11 ans à l'époque, est-ce que, est-ce que c'est un match kiffant? Eh ben, moins que le main event et j'ai eu aussi ce feeling, maintenant 24 ans plus tard. C'est que j'étais admiratif devant ce qu'il produisait, mais j'ai pas eu d'émotion. Alors que le main event, j'ai pas du tout été admiratif, enfin, Oui, oui. évidemment si parce que c'est du très bon catch et cetera, mais j'étais pas scotché à la performance. Par contre, j'ai eu des émotions, je me suis dit: «Putain comme c'est cool quoi» et ça je me le suis Ouais, ouais, ouais. comment dire? D'instinct, je me le suis jamais dit pendant le Austin Brett et je le regrette un petit peu parce que j'attendais d'être, submergé d'émotions par ce match, lui aussi et Mais peut-être là, je parle aussi plutôt en termes oui, vas-y, vas-y. et j'attendais quasiment rien du main event. Donc c'est comme toujours, on va Oui, mais dire. c'est ça. C'est ça, c'est qu'en fait, là où le main event brille plus que celui-ci, c'est que le main event, on l'attendait absolument pas, alors que celui-ci, c'est absolument l'inverse. Mais je trouve que, pour en finir sur le Austin Brett, je trouve que c'est une façon incroyable de se légitimer, en tant que main eventer. Je pense que là, Oui, oui, c'est pour ouais. moi, il est main eventer à la WWE à partir d'aujourd'hui. Il est complètement crédible face à Bret Hart, il a failli gagner, il a poussé Bret dans des retranchements, comme rarement. Mmh, Austin est une star, depuis les Survivor Series 1996. Je regarde en direct parce que je n'ai pas de souvenir. Qu'est-ce qu'il fout à It's Time, notre cher Austin? C'est pas Triple H? Putain, il est même pas sur la carte. Quoi? Ouais, Ah putain. il est en dark match après le show face à Goldust. Ah ouais, pas mal, ouais. Ouais, non, ils sont bien, ils sont bien. Tu vois, il y a quand même des grands mystères, même au niveau de la WWE, comment Oui, parce ils que là bookent. mais oui, c'est complètement incompréhensible parce que là, en plus, ils l'ont mis en avant de dingue, là, quand même, sur le mois qui vient de passer. Pourquoi il s'arrête? Bah, Il y a pas une je blessure ou quelque chose comme ça dans l'histoire? honnêtement, je ne sais pas. Après, on verra s'il catch, de semaine en semaine, hein. Mais, Ouais, ouais. ça me conforte dans l'idée que, il continue à être mal booké, parce que s'il est pas It's Time, c'est qu'il est mal booké, mais Oui. qu'il est tellement phénoménal qu'il arrive à saisir chaque opportunité et nous faire croire qu'il est bien booké et que le booking le rend star, alors que Oui. de plus en plus, pour moi, la WWE n'a jamais créé de stars, en fait. C'est les stars qui se sont révélées par qui elles étaient, quoi.
Ah bah là, alors sur le débat plus global, on verra, mais là, pour Austin purement, évidemment, enfin, c'est Mmh, Austin qui se crée tout seul et maintenant ça, je n'en douterai plus jamais. mmh. Austin n'a pas bénéficié d'un booking, voilà, comme tu l'as dit, il transforme, tout ce qui touche en or, en fait. Mais on lui donne pas beaucoup d'or, je suis d'accord avec toi. Non, ça c'est sûr. Donc ouais, franchement, Bon après bien sûr les amis, oui, un match à voir quand même, hein. oui, oui, c'est ce que je voulais dire. C'est pas moi là je parlais plus d'émotions et de trucs. Ça n'enlève rien au fait que c'est un match absolument fabuleux, quoi. Et comme je le disais, au bout d'un quart d'heure, je m'étais dit: «Putain, en fait, il est à peine enfin, il est c'est bon, mais c'est à peine moyen». Mais après, il y a encore un autre quart d'heure et en fait, tu as l'impression que ça s'arrête jamais. Non, non, c'est une incroyable performance, ouais, un des meilleurs matchs de catch à la WWE. Ensuite, on a le semi-main event avec, d'un côté, Ah! le faux Diesel, le faux Razor, Vader et le nouveau Farouk Putain, en séparatiste, comme tu aimes bien le dire, en qui activiste affronte séparatiste. ah voilà, qui affronte une équipe, que je n'avais jamais perçue comme telle, mais là je me suis dit: «Ah oui, en fait, c'est ça». Bah, c'est l'équipe, l'équipe exotique, hein. C'est les Foreign Fanatics. Bah, ouais, non, ouais, parce qu'il y Non, mais a bah, oui. il y a un portoricain, il y a Georges de la Jungle, il y a un sumo et il y a un mec qui fait de la funk donc en plus il a un chapeau qui est plus colombien que ah non, cubain. Il a une sorte de chapeau cubain donc Oui. le flash funk, je comprends pas trop parce que son thème, c'est pas de la funk et je vois pas pourquoi il serait cubain, enfin, pourquoi il porte ce chapeau cubain. Je vois pas en quoi ça accompagne son personnage. Qu'as-tu pensé de ce match? Je n'en ai pas pensé grand-chose, si ce n'est des choses assez négatives. Ah tiens, d'accord. Heu, Tu as bien aimé toi? Vas-y, vas-y. Bah, j'ai trouvé que c'était vraiment, ça dure pas très longtemps déjà. Mmh. J'ai trouvé que le seul intérêt, c'était les éliminations, qui créaient un semblant de il se passe des trucs. Mmh. Mais sinon, à part le début de Farouk en mode nation et le côté, bah, comme tu le montres sur cette photo, un peu nostalgique où le Madison Square Garden pop à mort pour, le splash de Jimmy Snuka et cetera et cetera. J'ai trouvé que c'était pas extrêmement intéressant, loin de là et j'ai vraiment pas du tout, du tout, du tout aimé, le finish et la logique qu'il y a derrière, à savoir, aucune pour moi. Mmh. Parce qu'à ce moment-là, je crois qu'il y a combien d'éliminations? Il y en a 2 ou 3, même pas? Il y a Razor Ramon qui est éliminé. il y a Savio et Razor qui sont éliminés. Donc c'est 3 Ouais, contre c'est ça. 3. Voilà, donc il reste 6 mecs. Là, il y a un moment, bagarre générale où il y a des chaises et cetera. Qu'on mette un terme à un match de Survivor Series alors qu'il reste 6 participants, je comprends pas. Bah, c'est sûr que c'était pas très logique. Moi, j'ai bien aimé justement par rapport à l'inattendu et la violence du coup de chaise sur, Jimmy Snuka Oui. parce qu'il fait son splash et il élimine Razor, il célèbre, il y a un gros plan sur lui, c'est-à-dire qu'à l'écran, on voit à peine enfin, on voit ses omoplates, son crâne et en fond, on voit la petite entrée avec Survivor Series et là, on voit une chaise qui lui éclate le dos avec un beau bruit Oui. et ça part en sucette. Alors effectivement, alors après, la décision est toujours soumise à la discrétion des arbitres et on peut très bien se dire que c'était tellement le bordel que c'était pas la peine d'essayer de compter parce il y a Savio qui revient avec une chaise et tout le monde se casse la gueule. Donc à ce moment-là, s'il avait fallu faire les choses dans les règles de l'art, il aurait fallu éliminer Diesel et peut-être Oui. c'est tout. Et ensuite dire bon allez calmez-vous, on reprend à 3 contre 2. Après, oui, moi j'ai trouvé que le finish était inattendu et un peu bordélique et ça m'a pas dérangé plus que ça. Justement, j'ai trouvé que ça apportait une petite pointe d'inattendu dans ces matchs à élimination qui étaient tous relativement clean depuis le début du show. Par contre, Oui. ce match m'a permis de comprendre que en fait, Diesel, mais le vrai Kevin Nash, n'a jamais catché au Madison Square Garden en pay-per-view à, à date, comme on dit. Mmh, Vu bah, qu'il y avait que le WrestleMania 10. ah oui, Diesel, il est pas à WrestleMania 10, il accompagne juste.
Mhm. Ah bah oui, tiens. Oui. Après, je me suis enfin, ça va, c'est assez court, hein. Comme dit, ça dure 10 minutes et c'est surtout que ça remplit sa fonction, où moi j'en attendais absolument rien parce que c'est un match, transition entre un chef-d'œuvre entre Austin Brett et un main event qui doit, jouer avec le public et cetera. Donc là, c'est vraiment un match, une espèce de pause pipi, glorifiée. Heu, je l'ai pas vu autrement, en fait. Mhm. Donc j'ai pas trouvé ça très intéressant, mais je pense il y avait aucun but de le rendre extrêmement intéressant. C'était un but, de calmer un peu le public avant un main event, qui était extrêmement dépendant de la foule. Oui, oui, oui. Donc du coup, ça m'a pas du tout choqué. J'ai pas particulièrement aimé, mais c'est très court et j'ai compris et je trouve qu'il était extrêmement bien placé. C'était l'endroit où il fallait mettre ce match. Ah bah oui, c'est sûr, parce que les autres étaient beaucoup trop lourds et trop longs. Oui, voilà. Donc, Non, non, voilà. aucun reproche. J'ai pas particulièrement aimé, mais je comprends totalement la structure du show et il était à sa place, c'est pas très long, ça pop pour Snuka, flash funk, plutôt cool. Enfin, moi, j'ai toujours bien aimé. De l'intrigue par rapport au personnage de Farouk, Mhm. et moi, je trouve que, je sais pas pour toi, mais à ce moment-là, je trouve que son entrée, elle est vraiment super cool. La musique est vraiment cool. Tu te dis: «Waouh, putain, là, on passe quand même du gladiateur de l'espace à un truc qui est quand même vraiment potentiellement hyper intéressant». Bah là, d'ailleurs, le gladiateur de l'espace, ils le foutent direct à la poubelle parce que Jim Ross, il dit ah bah tiens, c'est bien, ça fait plaisir de voir que Farouk a laissé tomber son casque ridicule. Oui, mais Donc c'est maintenant, cool parce que c'était. Jim Ross, dans sa gimmick comme on l'a dit, de heel un peu, amer, il dévoile toutes les vérités Mhm. et ça, c'est vraiment cool. Je me demande quand est-ce que ça va s'arrêter ça, parce que oui, c'est très cool. Oui. Oui, oui, oui. C'est un peu le révélateur de toute la merde du show et au sein même du show, je trouve ça assez brillant. Mais donc on passe au main event, Je voulais heu, noter quand même que notre ami Flash Funk, donc Too Cold Scorpio, a oui. fait, je crois, de mémoire, le premier saut de lune, comme disait Raymond Rougeau, de la troisième corde à l'extérieur du ring. Ah oui, c'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible qu'il y en ait Ce qui jamais lui eu a avant d'ailleurs ça. valu un chant Ici Dub. Mais oui, oui, c'était cool. Moi, j'ai l'impression que c'était vraiment un match, satisfaction du public, celui-ci, tu vois? Ben, moi, il m'a satisfait aussi, une petite pause, parce que de toute façon, tu vois que Yokozuna qui a 850 kilos peut pas bouger, Oui, voilà. heu, donc Après là, tu vois que Vader est vraiment pas dans les petits papiers parce que vraiment il y a mieux à faire avec tout son perso, hein. Là, il est mmh. dans un fourre-tout, comme dit, un fourre-tout, pause pipi entre 2 main events, c'est un peu triste quand même. Bah, oui, mais dans la mesure où Austin lui-même n'est même pas booké lors du prochain pay-per-view, à la limite, ça c'est pas du tout étonnant que Vader soit pas Ouais, booké correctement, quoi. c'est vrai, c'est vrai. Main event, Main event. le psychopathe contre le briseur de cœur. Alors, je voudrais tout de suite parler d'un truc. Heu, honnêtement, il faudrait voir si quelqu'un a la VHS chez lui Mmh. ou une VHS sur DVD de la version Canal+. Parce que Ouh. ça m'avait tellement frappé à l'époque que j'en mets ma main à couper. Sur Canal+, Shawn Michaels entre en premier. Ouh, alors là, je ne peux pas Et t'aider quelle sur ne ce fut pas ma sur ce coup. surprise quand dans ce show, eh bien, on respecte l'ordre habituel. Sid entre en premier, le challenger, et le champion en titre entre en second. Alors que sur Canal+, j'en suis certain, et je meurs d'envie de pouvoir le revoir, Mmh. de voir comment ils se sont démerdés au niveau de la production, parce que lors de l'entrée de Shawn Michaels, en tout cas sur la version network, il y a plusieurs plans où tu vois que Sid est déjà dans le ring. Donc évidemment, on ne pouvait pas le voir ça sur Canal+. Donc Mmh. grande intrigue. Je m'en remets à vous, les fanatiques de catch qui nous suivez fidèlement. Est-ce que l'un d'entre vous aurait la version, Canal+? Si oui, filmez juste avec le téléphone le début de ce match pour bien voir que Sid entre en premier, parce que je peux me tromper, mais franchement, ça m'avait tellement frappé à l'époque que voilà. Mais donc, D'accord. Sid contre John Michael. Le enfin, on le dit depuis des mois, hein, mais qu'est-ce qu'il est over Sid, c'est incroyable. Je n'avais plus aucun souvenir de tout ça.
Son entrée là, mais putain, quand il met des fist bumps à tout le monde, c'est un gif sur internet quoi, tellement c'est cool. Ce qui m'a fait rigoler en trouvant cette photo, c'est que visiblement en 96, pour signifier ton Tu amour pour un pointes. catcheur, tu le pointes du doigt. C'est toi que j'aime. Ouais, toi. Je te le signifie. Non, mais quelle star, quoi. Putain. C'est incroyable. C'est incroyable à quel point ma perception était faussée par rapport à ce règne de Sid. Qui pour Alors moi ce était un règne, règne. on verra, ouais. Non, mais pour moi, c'était pas une bonne idée et c'était pas cool de voir Sid champion en 96, début 97, tu vois. Alors Mmh. que là, en revoyant tous les shows, tu dis, mais c'est évidemment la meilleure solution. C'est le sommet de sa carrière ce soir-là. Ah bah, c'est clair que comment dirais-je? Quand tu vois la réaction de la foule par rapport à Sid, quand tu sais que tu vas gagner et que tu es booké de cette manière dans ce match, tu te dis: «Quel bonheur!» parce que ça aurait très bien Bah oui. pu, enfin, tu fais le match à Fort Wayne ou à Chattanooga, Oui, oui. bon, c'est rien de spécial, mais là, quand la foule est résol en fait, la foule, elle est doublement cool parce qu'elle est d'un côté pro Sid et en plus, elle est pro Shawn Michaels. C'est pas que Oui. du pro Sid parce que, anti Shawn Michaels, tu vois? Ah oui, non, non, c'est une vraie foule de main event, incroyable, d'un putain de show au Madison Square Garden. C'est oui, je le répète, pour moi, c'est le sommet de la carrière de Sid et ça de manière absolument certaine, le meilleur match de sa carrière. C'est très, très probable et puis, bah, comme je l'ai dit avant, moi j'ai adoré ce match. Alors c'est un match, porté par Shawn Michaels, hein, qui bump, Oui, c'est ça. dans tous les Oui. sens, et Ah cetera. putain, mais j'espérais que oui. Je je te faisais confiance, j'espérais vraiment que tu allais bah là, ça a été pris au meilleur moment. Oui, bah oui. C'est ce qu'on appelle, bumper ça, du coup. Voilà, donc Shawn Michaels est fabuleux, mais en plus de ça, oui, il y a la foule, il y a la foule et tout et Sid, oui, il est à son sommet grâce au booking, grâce à la foule, mais aussi malgré tout grâce à sa performance donc Ah oui, oui, oui. c'est génial et puis oui, sur les 5 dernières minutes, à chaque fois qu'il y a un renversement et que c'est Sid qui chope la gorge de Shawn Michaels en chokeslam, on a une pop, Explosion. digne des pops de WrestleMania quand l'Undertaker ou quand il y a des finishes et des trucs qui arriveront, 15 ans plus tard. Oui. Oui, oui, non, c'est dingue, le simple fait de choper à la gorge son adversaire fait lever, le Madison Square Garden, c'est génial. Le public est incroyable, le match est étonnamment bon. En grande partie, je trouve quand même, grâce à Shawn Michaels qui montre vraiment, à quel point il était merveilleux à cette époque, parce qu'il a toujours été capable de faire briller son adversaire, mais faire briller Sid, je l'adore, hein, c'était un de mes catcheurs préférés quand j'étais plus jeune et cetera, mais de faire briller Sid à ce point, je pense qu'il y a très peu de catcheurs qui sont capables de le faire. Mmh. Donc vraiment, c'est une performance dingue. Le match est génial. Moi, ce que j'ai pas aimé, mais ça, c'est vraiment subjectif et c'est de la pure opinion, c'est l'angle de la fin, de la crise cardiaque, tout ça. J'ai trouvé ça de très mauvais goût Mais quel et domm vas-y, du parlons-en, coup, ça parlons-en. m'a tu vois, toi, tu dis que tu préférais ce match. J'entends ton argument jusqu'à ça, en fait, parce que pour moi, Oui. ça, c'est vraiment de la merde. Ça gâche tout. Surtout que là, vu le public, vu l'overness du mec et vu les mois qu'on vient de passer, ça aurait largement pas été un drame que Sid gagne clean, en fait. Est-ce que c'était un caprice de Shawn Michaels? C'est tout à fait possible. Malheureusement, je pense que ça fait partie de tous les problèmes qu'il pouvait causer, à l'époque. Je pense qu'il a accepté de perdre le titre à condition que ça soit pas clean et que ça soit un truc comme ça. Ça vient gâcher vraiment, purement ce match, je trouve. Donc parlons de ce qui se passe à la fin du match. Alors, Oui, par contre, ce qui était bien, je suppose que tu l'as capté, c'est qu'au tout début du match, à un moment, il y a Sid qui se prépare pour courir d'un coin vers l'autre et oui, il y a déjà la caméra. il se baigne un petit peu l'épaule dans la caméra et il pousse le Oui, caméraman genre: «Vas-y, qu'est-ce que tu fais chier?» donc oui, un peu comme la semaine dernière avec la lettre souplie et la cassette vidéo à Nitro. Là, on a oui, des mini graines subtiles qui sont plantées et on ne comprend que plus tard. Donc ça, oui. c'était très sympa. Mais effectivement, donc moi, ce que je dis aujourd'hui, je l'ai déjà pensé à l'époque à 11 ans. Donc si je l'ai pensé à 11 ans, c'est que c'est vraiment un témoin de la dope que c'est, quoi. Donc tu as Salamanca qui monte sur le bord du ring. D'ailleurs, on ne sait pas trop Oui. pourquoi, hein.
Non, parce que c'est pas un moment, c'est quoi? C'est juste pendant le Switch in Music, non? Ah non, non, Ou c'est non, non, parce que oui, parce que Sid prend la caméra et il veut oui, c'est ça. frapper Ah Shawn oui, oui, c'est Michaels ça. avec et Oui, donc voilà, c'est ça. Salamanca qui veut pas que ça se passe, il monte sur le bord du ring et il fait, voilà comme ça et Le lama. il se mange la caméra. Mais je te dis, même moi en tant qu'enfant, je me disais: «Mais il a rien le vieux». Parce que Sid, Oui. il arrive et il fait une demi pichenette avec la caméra, tu vois? Coup de chaise, de Hulk Hogan, quoi. Ah franchement oui, exactement, coup de chaise d'Hulk Hogan et après on nous fait croire et alors dans les commentaires et je sais pas si c'était le cas sur Canal+, à la limite, on peut de nouveau s'en remettre, à nos fidèles si quelqu'un a la VHS, mais sur Canal+, je me souviens pas qu'ils aient parlé de crise cardiaque à l'époque, alors que là, effectivement et je me dis: «Mais le mec va pas faire une crise cardiaque pour une poussette bronchade avec un micro et la caméra, quoi». Mmh. Eh bien si, et donc angle final de crise cardiaque où donc Shawn Michaels vient au chevet, il se fait Ah mais taper donc par tu la penses que caméra. c'est officiellement, crise cardiaque? Ah oui, bah, moi je l'ai pas lu autrement, hein. Ah ouais, bah, moi je l'ai lu comme, le vieux il est en carton, il s'est fait mal, Mais si, alors il se on tient là, il suppute, se tient la quoi. poitrine. Bah, il se tient la poitrine et tout. Bah oui, mais parce que il a été frappé à la poitrine avec la caméra. Pour moi, c'est il se tient de douleur, pas de crise cardiaque. Ah moi je pense que l'événement qui a causé, la crise OK, cardiaque. D'ailleurs, d'accord. Shawn Michaels, enfin ce qui légitime ça, c'est la peur de Shawn Michaels qui en a plus rien à foutre d'ailleurs, et ça me dérange aussi de perdre son titre. Bah, alors moi, ça me dérange dans la mesure où moi, en tant que spectateur, aujourd'hui, j'ai pas du tout, même 24 ans plus tard, saisi l'importance de ce qui est en train de se passer avec, José Lothario. Parce que Oui. si d'aventure je m'étais dit: «Ah putain ouais, l'autre il est vraiment mal en point», je comprends que Shawn Michaels, quitte le Oui. comment dirais-je? Le champ de guerre, tu vois? Bah, c'est ce qui est essayé de mettre, c'est ce qui est, mis en place. Enfin, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place. Pour moi, il y a que ça comme lecture. Oui et il nous l'explique aussi aux commentaires. Oui, Mais vu que moi je trouve pas que ce que je vois, ça correspond avec ce qu'on me raconte, en fait. je peux être d'accord. Mais en tout cas, pour moi, c'est un angle clairement de crise cardiaque que du coup, j'ai trouvé de très, très mauvais goût et que je n'ai pas aimé tout simplement parce que je trouve que oui, là, tu vois que Shawn Michaels n'est plus dans sa fin de match. Il perd le titre, il en a rien à foutre parce qu'il est même plus dans le ring et il va dans les vestiaires pour accompagner, Salamanca et cetera. Tu vois que dans cette fin de match, le titre est plus du tout central. Le seul truc qui compte, c'est la santé, d'un vieil homme, et je trouve que ça, c'est le pire truc qui puisse arriver pour un show de catch et un changement de titre, c'est que le changement de titre ne soit pas du tout le centre du débat. Bah, oui, c'est on en revient à la possibilité que c'est peut-être un caprice de Shawn Michaels. Parce que là, moi, je trouve que même en tant que fan de Sid, et ça pop, et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est que, enfin, ce qui est cool aussi, c'est que quand Sid, bah là, tu le vois, frappe avec la caméra ou fait sa powerbomb, et cetera, les gens adorent, les gens veulent que Sid soit champion. Mais je pense Oui. que même, le scénario de: «Putain, il y a quand même un mec qui est en train de mourir», empêche l'explosion de joie, empêche la célébration de Sid, alors que c'est quand même la consécration, pardon, de quasiment, quoi, 3-4 mois d'un mec qui est hyper over et qui monte, en ligne droite vers le sommet. Heu, En fait, je trouve que ça vient tout gâcher, y compris Bah le plaisir de la foule. la foule, je trouve qu'elle pop encore, énormément et en Oui, me mais ça aurait pu mettant être pire largement. oui, mais en me mettant à la place de la foule, je pense que dans le public, personne ne comprend la soi-disant histoire de Bah crise si, cardiaque. bah Non, si. franchement, dans la foule, non, je pense vraiment que c'est genre, il a blessé le vieux et Shawn Michaels va à son chevet. Moi, je sais pas. Franchement, là, je me positionnerai pas, de manière aussi, Parce ils sont quand radicale même là-dessus. super chauds, quoi. Quand ça revient dans le ring, il lui fait le powerbomb, et tout le bordel. Il y a quand même une certaine explosion, on peut pas dire l'inverse. Il y a une certaine explosion, je trouve qu'elle est minimisée par, mais même, tu le vois que dans la volonté de la WWE, la volonté, c'est de suivre, tu vois quasiment pas Sid avec la ceinture, en fait. Toutes les images, c'est, Shawn Michaels qui rampe vers Salamanca, Salamanca en civière, et cetera.
Non, une fois qu'il est parti Ah. avec Salamanca, il y a quand même 2 minutes de Sid avec la ceinture qui célèbre au bord du ring avec tous les fans. Une fois que le sujet principal est parti, à savoir le vieux qui fait sa crise cardiaque. Et donc je trouve que tu arrives à la célébration de Sid un peu trop tard parce que les 2 premières minutes de pure joie, de putain ça y est je viens de gagner, tu les vois quasiment pas. Et ouais, j'ai trouvé qu'il a repris sa place au centre une fois que l'histoire de Shawn Michaels s'était terminée. Et c'était ça le truc important en fait. Évidemment, on finit le show sur Sid qui célèbre, mais pour moi, c'était pas assez mis en avant. Et non, non, enfin bon, tu l'as bien entendu. Hein, moi, j'ai trouvé que c'était vraiment un des pires finishes à la WWE depuis qu'on a commencé à faire des pay-per-view. Et c'est d'autant plus frustrant que le match était génial. Oui, et d'autant plus frustrant qu'ils nous habituent. C'est pas genre ils font des finishes compliqués, quoi. C'est toujours relativement clean quand même, quoi. Oui. Et là où justement, tu avais une histoire qui était assez simple et qui, vu le physique de Sid, n'aurait pas impacté la carrière de Shawn Michaels, l'histoire simple, c'était que Sid, il devait gagner, en fait. Ouais. Et vu que Sid est une machine de guerre monstrueusement over à ce moment-là, c'est vrai que Shawn Michaels aurait dû avoir l'intelligence de comprendre que ça n'aurait pas impacté la suite de sa carrière ou sa popularité, de simplement perdre clean, parce qu'il y a des moments où il faut perdre clean. Et là, je pense que c'était le moment idéal pour perdre clean, et Shawn Michaels en aurait absolument pas pâti. Ouais. Donc voilà, Sid va vraiment pas garder le titre longtemps, hein, parce que c'est le Rumble 97. L'histoire, c'était que la WWE voulait un grand moment pour Shawn Michaels à la maison, vu que le Rumble 97 est à San Antonio, à l'Alamodome. Au Alamodome, qui est un des premiers stades qui avait un nom de marque, de sponsor. Bah, Alamo, c'est quoi? Les voitures de location. Hein? Mhm. C'est une blague ou pas? Non, pas du tout. Pourquoi? Mais c'est Fort Alamo. Ah, ok. Ah, je pensais que c'était les. Non, mais je veux dire, c'est comme aux US, c'est comme Hertz, quoi. Ah oui, non, je pense pas que ça soit lié par contre. Je pense que San Antonio, Ah, c'est Fort Alamo. ah ouais, d'accord. Ah ouais, bah voilà, on en apprend tous les jours, hein. Ah bah tu vois, le naming est venu un peu plus tard. Je me rappelle que je crois que la première salle qui était nommée, c'était celle de Denver. Je crois que c'était le Pepsi Center. Et je pense qu'on est dans les années 99-2000. La salle de Denver était nommée Pepsi Center, D'accord. je crois. Donc, c'est sur cette victoire de Sid que s'achève, comme tu l'as dit en début de review, le, le meilleur pay-per-view, ouais, de l'année 96. Bon, on n'a pas reviewé Rumble, WrestleMania et compagnie, mais je pense qu'effectivement, il n'y a Oui, pas oui, trop de doute sur l'alliage qualité in-ring, choses marquantes et foule. oui, voilà, c'est ça. C'est les 3 choses nécessaires à un grand show. Elles sont présentes. Voilà. Pay-per-view quand même, je trouve un peu charnière avec voilà Austin, l'éclosion d'Austin, les débuts du Rock, les débuts de la Nation, même si là c'est vraiment pas vraiment enfin c'est ses débuts, mais il n'y a pas encore de développement derrière. Voilà, grande foule, Madison Square Garden, trop bien. Ouais, heureusement que le prochain pay-per-view, c'est It's Time, Là, c'est un peu moins bien. et que c'est historiquement, ouais, je crois, le moins acheté de l'histoire. C'est ça. Ouais. C'était le Ah, pay-per-view le enfin, de moins. l'époque, parce qu'après, il me semble qu'il y a peut-être des pay-per-view ECW de 2006 ou 2007 qui étaient encore moins achetés. Ah, écoute, ça Mm. c'est possible, mais en tout cas, oui, à ce moment-là, c'est sûr que c'est It's Time. C'était pas moins de 100 000 ou quelque chose comme ça, justement? Ah, c'était 50 000, hein. It's Il, Time! il me semble, hein. Je t'avais envoyé les chiffres, je crois. Attends, je vais regarder. Je les ai plus en tête. Vas-y, je te laisse meubler pendant que ça charge. Ah non, 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 mais voilà. Tu veux meubler sur quoi? Sur le show encore? Je On sais a tout pas, ou dit. sur le prochain rendez-vous, ou n'importe. Le prochain rendez-vous, c'est quoi? Bah ouais. Le prochain, c'est attends, on est au 11 novembre 1996, du coup, c'est quoi? C'est World War 3? Bah, à prochain pay-per-view, oui, c'est World War 3, mais avant ça, oui, il y a demain le Raw et Nitro. À 90 000, tiens, je croyais que c'était beaucoup moins. Ah non, je confonds avec Mayhem, pardon, qui avait aussi lieu en décembre, mais 2000.
Ah oui, bah oui, Pardon, le pardon. Chris Oui. Benoit. Oui, 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 oui. Ah oui, bah oui, bah c'est 90 000, c'est vraiment pas beaucoup, bordel, hein. Ouais. Mais oui, l'affiche de It's Time était quand même assez décevante. Et comme Undertaker, tu dis, exécutionneur, hein. oui, oui, et comme on l'a dit, cette incapacité de la WWE à surfer sur la vague et à profiter de la prise d'élan. Ils sont bons Ouais, pour prendre l'élan, mais ils sont pas bons pour capitaliser sauter. dessus. Oui, voilà. Voilà, c'est ça, c'est ça. C'est un sauteur de triple saut qui est super bon dans les 2 premiers sauts et le troisième, ben, ça tombe même pas dans le bac à sable. Il mord. Ouais, voilà. Et encore mordre, c'est quand même, je trouve que c'est très difficile, hein, quand même le triple saut, tu trouves pas? Ne pas mordre, c'est quand même extrêmement difficile. Moi, ça me fascine à chaque fois à quel point ils sont à 1 centimètre de cette putain de ligne, c'est quand même dingue. Bah, c'est leur métier, hein, c'est de la technique avant tout. Oui, oui, mais je pense que, tu vois, je suis pas du tout, impressionné par l'athlétisme en général, mais Mmh. par contre, il y a bien quelque chose qui m'impressionne, c'est le triple saut. D'accord. Voilà, tu m'as dit de meubler, hein, donc moi je fais ce que je peux, Ouais, hein, ouais, non mais là c'est bon, on a donné les chiffres il y a 1 heure et demie. tu me dis meuble sur ce que tu veux, moi je te parle de triple saut et puis voilà. Très bien. Bah, écoute, alors, moi je te donne rendez-vous demain Le mais attends, catch. mais on n'est pas le 11 novembre, on est le 17. Qu'est-ce que tu écrit comme connerie? Ah! Voilà. Putain! Bah, tu sais, le 1 et le 7, ça se ressemble pas mal dans certaines typographies. Dans certaines civilisations, tout à fait. Donc rendez-vous demain, le 18 novembre pour Raw et Nitro, qui Tu sera sois le déjà Go content Home que j'ai pas Show. mis, achat de pay-per-view 9 000 000 000 comme je le Ouais. fais d'habitude. Donc voilà, le Go Home Show de World War 3. Donc ça continue, mais on garde espoir, hein. Je pense qu'il y a peut-être un mois compliqué qui nous attend à la WWE, malgré tout. Je sais pas pourquoi, je le Ouais, sens comme ça. c'est possible, c'est possible. Il faut avoir le Rumble en point d'horizon. Ah, t'inquiète, là, il est méga horizonné, là. Voilà. Bon, bah écoute, Dimitri, pour le plaisir, un petit pile Ah, driver. bam! Et puis on se donne donc rendez-vous demain pour plus de réjouissances. Merci à toi, merci à tous. Et regardez vos DVD transférés de cassettes vidéo ou vos cassettes, si vous avez toujours des magnétoscopes, pour l'entrée de Sid en premier sur Canal+. D'ici là, portez-vous bien et gardez la passion. Tchuss. Au revoir, au revoir. Yeah, yeah.